Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bien le bonsoir. Bonsoir. Je me sens comme dans un podcast de sport. Ouais. Ben, moi, il y a 2 affaires. Là. On est dans un lieu différent, c'est déstabilisant, puis je suis pas encore habitué d'entendre la toune. Moi, dans ma tête, les auditeurs, vous l'entendez, puis après, on parle, mais d'habitude, les autres, on voit rien que Martin qui danse, qui fait la toune, qui nous fait un signe comme quoi c'est terminé. Ouais, mais parce que t'as fait les derniers à distance. Fait que c'est peut-être pour En ça plus, que t'as ouais. pas pu entendre la toune. Puis là, on est, pour nous situer, dans ta pièce de gaming. Ouais, de gaming et de visionnement. C'est beau. C'est ma petite men's room. Mais c'est beau, la man cave. Ouais. On peut dire ça comme ça. Il manque Et- un petit peu de place, mais... Ouais, mais juste de même, moi, désolé, là, le petit ambiance lounge, la lumière tamisée, j'ai un scotch dans les mains, moi, ça me tente plus, là. Ben attends, on t'a pas encore Bon, mis ben. la drogue du viol dans ton verre. Ça, c'est... Ouais, ça va me tenter On après. se donne rendez-vous dans quelques semaines. Je vais profiter des boys. Ben écoute, moi je vois une petite pilule bleue ainsi que du GHB. Donc j'imagine que hein, ça doit être pour ton plan cul de ce Faut soir. pas que je me trompe. Ça allait repartir avec une belle grosse érection. Puis moi, je vais être buzzé ben raide. Il y a un ordre dans lequel les prendre. Si jamais tu te poses la question. Non, mais c'est beau comment tu as aménagé ça. Honnêtement, les bibliothèques, les films, les divans, les vieilles télés. Donc, t'as d'ailleurs mon modèle de télé préféré, là. Le gros cul brun meuble. Ouais, on en discutait avant le show. Là. J'aimerais ça qu'elle fonctionne, malheureusement, elle est seulement décorative. Là. Puis tu sais, en plus, moi, c'est le souvenir, c'est la télé que mes grands-parents avaient quand j'étais jeune. Fait que j'associe ça à le dimanche après-midi Ben, quand on se faisait c'est garder. la télé de grand-père puis de grand-mère, ça, Ouais. là. Avec le... Ben, ce modèle-là, il l'a pas, mais le faux tiroir en dessous, là. Oui, il y a Qui est juste une qui ouvre poignée, pas, là. ouais. Fait que ça ouvre pas, puis écoute, j'ai gossé jeune là-dessus pour essayer d'ouvrir parce que je pensais qu'il y avait quelque chose. Puis oubliez les télécommandes. Là. C'est Ah non. la roulette pour changer les 30 Ben, postes. ça dépend parce que, tu vois, ma grand-mère, elle avait le Gérold. Ah. Cette espèce de petite Cacagne. boîte que tu pluguais en arrière, là. Ah, je pensais que c'était le gars qui se payait une pièce de l'heure pour qu'il change les pouces. Non, ben mon Dieu, t'étais plus riche que nous, Alan, j'imagine. Chez vous, c'était Nestor. Chez nous, c'était le Gérold. OK. Écoute, avais-tu une plantation de coton aussi à quelque part ou Non, ok, on n'est pas là. Lui, Non. Guy Batman, c'est totalement normal. Alfred, ça fait Ouais, partie c'est de la ça. vie de tout le monde. Lui, ça fait partie de son quotidien. Non, on n'avait pas ça, Alan. Nous autres, on avait vraiment le Gérold. OK. La télécommande. Mais en passant, ces TV-là, c'est pas tuable. là. Ben, apparemment que ça l'est, mais là, ça fait quand même quoi, ça? 60 Hein, ans tu pourrais, que ça a mais été tu fait. pourras réparer. Je suis sûr que c'est une histoire de lampe, oui, cette affaire-là. Là. Tu oui. t'en vas dedans, tu ouvres la lampe. J'ai l'air de connaître ça, là, mais. Je vais te donner le contrat, Non. Martin, tu vas repartir avec. Ben, Non, tu mets du courant, là, puis tu touches le bout du tube. Si tu pognes 30 000 volts, c'est correct. T'es à 30 000 volts d'avoir une TV neuve, esti. Quand même. Puis là, mais sont toutes branchées? Parce que là, vous ne voyez pas, mais il y a 1, 2, 3, 4 TV. Ouais, il y en a 3 qui sont branchés. Puis ce qui est cave, ces vieilles TV-là, hein, c'est rien qu'à l'alimentation que c'est pété. T'as une dizaine de condensateurs qui ont brûlé parce qu'ils sont vieux. Là, tu changes ça pour 2 piastres, puis t'as des 29. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, c'était dans l'époque où tu pouvais amener ça chez le réparateur, puis c'était correct. là. V'là 10 ans, je réparais ça. Mais là, imagine Eh, avec mon nos Dieu. TV plates, là, oublie ça, là. Non, puis les TV plates, c'est comme ça brise, puis on les change d'attitude. Quand t'es jettes, il n'y a rien à faire avec ça. Mais eux honnêtement. autres, c'est ça, c'est comme des vieux frigos, c'est pas tuable. Les 3 autres, oui, sont branchés. Il y en a une qui a la PlayStation 2, une qui a le Super Nintendo, une qui a le Nintendo, puis ils fonctionnent tempête. Là. Je veux rien que pas avoir à jouer avec les fils et les changer, fait que je les laisse brancher les 3. Ah, moi, j'ai acheté la mini NES, là, pour régler oui. mon problème. Mais tu peux pas jouer sur des télés comme ça avec la mini NES. Non, C'est, mais ça, tu peux ça jouer allait- sur les nouvelles, par exemple. Exact, c'est ça. Sur les nouvelles, Ça va sur la quand HDMI. tu règles ton frame puis ton truc, là, ça fonctionne super bien. Moi, c'est ce qui m'a permis de jouer rétro, mais sinon, ça me prendrait effectivement une télé à... Moi, ce que j'appelle une télé à gros cul. Là. Ouais. Sauf que c'est une job à descendre, par exemple. Ah ouais. La plus grosse, celle-là qui a le NES, là, elle va mourir avec la maison. Là. Je ne bouge plus jamais ça. Ça, on va parler de la génération Trinitron de Sony avec leur écran là, de 3 pouces d'épais parce que le
tube cathodique qui était sous vide à l'intérieur. Donc, pour empêcher la télé d'imploser, ils mettaient 3 pouces de verre. Eh mon Dieu. Eh Mais boy, c'était hein. tout que de la qualité, par contre. Les Oui, trucs sont effectivement. reconnus pour... Ben, c'était tellement de la qualité qu'on n'achetait pas d'autres. Ben, c'est parce que c'était Ça la reste première génération d'écran tube cathodique avec un écran plat. Elle n'était pas bombée comme les autres, ce qui expliquait pourquoi que c'était plus dangereux que l'écran explose, ou plutôt implose, et que le verre était plus épais. Ouais, puis ça, c'était l'époque où 26 pouces, ça nous semblait être une gigantesque. Ouais, on se disait que les télés pourraient pas être plus grosses que Et ça. jusqu'au temps que le DVD arrive avec le 16-9, puis que tu vois que tu perdais 6 pouces en haut, puis 6 pouces en bas, 26 pouces, ça faisait dur. Là, t'achetais 32 pouces, puis là, tu disais, mon Dieu, 32 pouces, je vais mettre ça où? On est au cinéma! Ah oui, ça n'a pas de bon son. Là, à cette heure, t'es à 55, 75, 80. C'est quoi le plus gros à cette heure, le format? Ah, il y a du 85 en montant. Tu sais, il y a même moi, j'ai le 65, puis des fois, tu fais comme, ben, fois que je vais près à 75, tu sais, on est rendu là. Aïe, aïe. Non, moi, je suis resté à 55. là. C'est pas mal le plus gros que je peux aller. Là. C'est ce que tu penses. De toute façon, ce qui est important, c'est la manière d'utiliser sa télé, là, pas la grosseur. Ben, je te dis, oui. Oui, j'en ai. Mais, tu sais, à 55 pouces, je te dirais, quand le film est mauvais, à 75, il va rester mauvais. Là. Ouais. Fait que Ça, tout dépend. Avatar en IMAX, c'est bon. Si ta TV 75 pouces, qui est plate. c'est un bon point. D'ailleurs, ma blonde était en maudit quand elle l'a vu. Elle dit, tabarnage, pourquoi j'ai pas vu ça au cinéma? Je dis, ben, c'est pour ça que je te disais d'y aller, mais. Parce Hey, que- Avatar, vous arrivez-tu à croire que ça fait même pas un an que c'est sorti? Mais je C'est m'en c'est souviens comme plus. déjà une relique du passé. Je suis m'en comme souviens surpris d'entendre ça. là. Je Hein? ne me C'est souviens quoi, plus ça? de ce film-là. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est qui a envoyé ça, d'ailleurs? Le mime, c'est toi, je pense. Ouais, il est sorti de l'eau pour genre voler le spotlight au film de Marvel. Faire comme, hey, c'est moi le film le plus rentable de l'histoire. Pfff. Ouais. Un mois plus tard, puis personne n'en parle. On n'en reparle plus, on regarde plus ça, on sait même plus ce qui s'est passé. Mais bon, c'est comme ça la vie. Beaucoup de choses ce soir, dont Ahsoka, qui sera probablement notre sujet principal, la nouvelle série chez Disney pour Star Wars, qui est sortie la semaine dernière avec 3 épisodes jusqu'à maintenant. Donc on en a eu 2 lors de la sortie qu'on a devant. D'ailleurs, c'est un peu tout croche. Hein? On sort une date, on n'est plus sûr, on sort la journée d'avant finalement, 1 heure avant, 2 heures avant. On dirait qu'on a garoché ça de toutes sortes de façons. Là. Mais ça, c'est pour répondre à une certaine demande, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent le minuit pour l'écouter. Puis, à cause des heures de sortie, là, parce qu'ils sont souvent sur le Pacific Time, ben, le monde pensait que ça sortait à minuit, mais si tu restes dans l'est du pays, ben, ça sort arrêté à 2 heures du matin en montant. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont chialé là-dessus. Ça fait qu'en faisant un release, ils le mettent à 6 heures Pacific Time. C'est que nous autres, on l'a à 9 heures le soir. C'est que le monde sont capables de l'écouter à une heure plus convenable plutôt qu'attendre minuit puis 2 heures du matin. Ah, c'est ce qui m'était arrivé pour Obi-Wan. Moi, je l'avais écouté juste avant d'aller à la job. Genre, il était 3 heures du matin. Et mon Ça Dieu. n'a aucun rapport. Là. Mais je voulais voir le premier épisode avant de pouvoir en parler en ondes. Fait que c'est la raison pour laquelle je l'avais fait. Mais on va revenir parce que là, il y a eu 2 épisodes plus un épisode cette semaine. J'en ai que toi, t'es pas à jour. Non, c'est le seul sujet cette semaine sur lequel je suis pas à jour. J'ai écouté les 2 premiers la semaine dernière, mais j'ai pas écouté Ok. celui d'aujourd'hui. C'est que tu es dans une relation du genre que si tu l'écoutes tout seul, tu n'as plus de relation. J'y ai pensé ce matin. J'ai fait, je pourrais me le clencher pendant ma pause du midi. Puis là, j'ai vu les yeux de ma blonde. T'es là-dedans? Ouais. Mais ça te tentait pas d'y mentir? Ou... Ben non, je fais pas ça. Elle l'aurait jamais su, tu sais. Elle écoute sûrement pas ce Il veut, podcast. il veut vraiment pas prendre le risque. Non. Mais non, hein, t'as ouais, parce Puis que là, tu vas partir avec la honnêtement, là, TV. je trouve pas ça particulièrement excitant. Fait que je suis pas sûr que je veux l'écouter 2 fois non plus. Je vous aime Ah, beaucoup, là. ouais, il y a ça. Il y a le fait que tu serais obligé de l'écouter 2 fois. Ouais. Ouais, non, là-dessus, je te suis. Mais on aura l'occasion d'en parler au grand déplaisir de Alan qui va pleurer des larmes de métal. On va revenir aussi sur Batman Beyond. Ben, voulez-vous vraiment revenir sur Batman Beyond? Ou Tu le liras jamais, ça fait qu'on va le faire. OK. T'as pas lu une bande dessinée depuis 6 mois. Arrête! Il est dans mon char, comme les études du Doc Mayou. Il est dans mon char. Il doit avoir pas l'humidité en esti. Non, mais il est là pour vrai. Il a pas l'humidité, il doit tout rendu gondolé. Mais non, il est encore là, il est bien propre, il est bien Là, neuf. Je l'ai juste Est-ce pas que lu. les études du Doc Mayou vont corrompre Batman? Je Batman sais va pas. corrompre le Ah, Doc mais Mayou. tu nous parleras des triples implants mammaires de Pamela Anderson. Oui, mais ça, j'ai eu le temps de lire ça. Ouais, mais tu sais, c'était en caractère 16, puis il y avait même pas 200 pages. Arrête de me chicaner, C'était pour les images. entre autres. Ben, il y avait pas d'images, j'étais déçu. Hein? Mais il y avait des images mentales, par exemple. Hein? Parce qu'en lisant, t'étais... Forme des images mentales. Tu Non, te parce que- remémores son vidéo. Vous devez comprendre de qu'Alan Noël. m'en veut parce que j'ai eu le temps de lire la biographie de Pamela Anderson, mais j'ai pas eu le temps de lire Batman Beyond. C'est ça, là? Bon, son silence en dit. Ça y a que 2 ans que c'est sorti. Mais non, Pamela, il est sorti il fait 3 semaines. Je le sais, je le sais. Ah, tu parles de Beyond? Beyond, tu fais Ouais. un bout, hein? Oui. Ah, mais je vais le lire à soir, là.
Puis Martin est souvent pogné dans ces dilemmes-là parce que, genre, Batman Beyond, mettons, moi je lis en TP, puis Alan, il lit en single. Fait que souvent, quand on s'arrime, c'est genre 1 an et demi après qu'Alan l'ait lu. Là. Je suis comme, oh my god, c'était vraiment bon. Là, ouais, je m'en rappelle à moitié. J'aime beaucoup ça que vous tombez dans des chefs full pointilleux de ces séries-là, puis moi, dans ma tête, c'est comme. Je m'en rappelle plus. Ouais. C'est très loin dans ta tête. Mais en même temps, le single, j'en fais de moins en... Ben, j'en fais plus, en fait, là. Ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Je dis pas que j'en referai jamais, parce que c'est pas vrai. Je te dis que Batman 89, qui annonce une suite, me tente, même si j'avais trouvé particulièrement mauvais la première. Mais là, on veut introduire The Scarecrow, qui était le projet de Batman Forever au départ. Ouais. Avant le Riddler puis Two-Face, on voulait inclure Scarecrow dans ce projet-là où Tim Burton était encore attaché. Là, ils veulent en faire une bande dessinée, une suite à Batman 89. Ils vont faire une suite aussi à Superman 78. J'avais apprécié les 2 séries. Je les ai en single à la maison. Est-ce que je vais les faire? Je sais pas. Là. J'hésite encore. Ça va toujours dépendre des équipes qui sont là-dessus aussi. Ben, c'est Sam Hamm encore là, Ouais. sur Batman 89. Puis j'avais pas particulièrement aimé son travail sur la première série. Non, effectivement, tandis que Superman, même si c'était pas super bon, il y avait plus de cœur, puis au niveau de l'artiste, il avait essayé de respecter un petit peu les allures du personnage, puis des films de l'époque, donc il y avait comme un petit effet nostalgique qui était le fun, tandis que sur Batman, on le sentait pas. Ah, Superman, il était là. Superman, il était on target, là. Je pense que ça met de l'avant aussi comment la touche de Burton est importante dans son univers. Quand Comment c'était t'enlèves la ça, seule chose. Ouais, ben c'est ça. Si tu prends l'histoire, au final, c'était pas si intéressant que ça, mais Ben non. comment il a apporté puis il a joué avec son univers, ça, c'était vraiment cool. Fait que Parce quand que- t'enlèves l'élément Burton de ça, Parce que, tu sais, le Batman de Batman 89, la série BD, pour moi, ne ressemble pas au Batman de Burton. D'abord, il parle, tu l'entends réfléchir. C'est toutes des choses qui... Tu sais, je vous rappellerai que Batman dans Il est Batman très Returns, présent. il est 12 minutes, là, tu sais. ouais, c'est ça. 12 minutes, puis ça compte, je pense, les apparences de Bruce Wayne, là. Fait que c'est quand même pas beaucoup, là. Donc, cet aspect-là était moins bien réussi, puis c'était tellement étiré, il y avait tellement de... Tu sais, il a tellement intégré de stock dans la série. On dirait qu'il a fait comme tout ce que j'ai pas pu mettre dans les films parce que Burton le voulait pas. Là, je vais le pitcher. Là, je vais le pitcher, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis que la suite, ce qu'elle m'excite. Puis tu sais, le retour de Catwoman dans cette série-là, c'était tellement boboche. C'était tellement Même les boboche. corporations de Robin. C'est parce que je pense que le plus gros défaut que cette série-là, c'est parce que Burton 89, ça reflétait son époque, tandis que la suite reflétait un peu plus notre époque. Donc, il y avait comme un anachronisme qui se passait là-dedans. C'est parce qu'au niveau du temps, ça ne fonctionnait pas. Ça approchait des sujets qui étaient beaucoup plus actuels, mais c'est quelque chose qui se posait d'exister avant les années 90. Donc, il y avait comme un clash qui fait que le style ne fonctionnait pas, puis on retrouvait pas la nostalgie du film. T'as raison, parce qu'on retrouvait Batman dans les années 80, puis c'est comme s'il avait évolué de 30 ans. Dans ce qu'il aborde comme sujet. Parce que, honnêtement, la façon qu'il a porté ces sujets-là, désolé, là, mais à la fin des années 80 aux États-Unis, le monde n'était pas ouvert à ce point-là sur ces sujets-là. T'as un bon point. T'as un très bon point. Mais j'ai pas. Puis tu sais, le 2 est tellement bizarre dans l'univers de Burton que c'est dur de revenir au style de celui de 89 par après. Tellement que le 2 était fucking awesome. Ouais, il clashait. Il a mis la pédale dans le fond sur tout ce qui était un peu weird dans le premier. Là, il est allé all-in. Écoute, c'est comme s'il avait avalé 3 Red Bull de Burton de plus. Tu sais, le premier est déjà très Burton. Puis là, il a comme fait genre plus encore de Burton. Ben, c'est ça, c'est la rançon de la gloire. Là. Il a vraiment bien réussi son film. Puis le Warner, ils ont comme fait, ben là, tu peux un peu faire ce que tu veux. T'as fait un des films les plus rentables de l'histoire. Fait que là, il a fait, vous allez voir que Batman, il m'intéresse pas tant que ça. Dans le fond, Warner, ça fait 30-40 ans qu'ils ont le même affaire. Qui font la même chose. Un film, il pogne au bout, ils font comme, on l'a pas vu venir, t'as carte blanche pour le prochain. Catastrophe. Après, il y a un style qui pogne, qui fait une fortune, ils font comme, on va tout faire nos films pareils par après. Catastrophe. J'imagine James Gunn en ce moment qui sue parce que Warner, il dit, comment t'avais pensé à amener Barbie dans le DC? Y a-tu un super-héros qui est rose? Parce que finalement, là, quand on met du rose sur TikTok, le monde va voir nos films, c'est que ça nous prend un super-héros qui est rose. Superman, là, ça cape, là. Rouge ou rose. Pas de grosse chance. Hey, pas grand-chose. James Gunn, on a trouvé une super-héros, là. Héros, ça s'appelle Eve, là. Elle est avec un autre héros qui est bleu et jaune, là. Tu pensais que ça fait partie de notre univers? Ça serait awesome. On n'a pas les droits, mais c'est pas grave. On va s'arranger, là. On va juste faire semblant que c'est presque pareil. Mais non, mais écoute, on va suivre.
On commence par quoi? Eh ben, la seule affaire que tu as vue à Choca, Hey, il veut une claque à soi, lui. ben, moi, je te charge. En même temps, ça fait comme une belle transition, parce qu'on parlait de l'univers de Burton, transposé en bande dessinée. Là, on va parler d'une série d'animation qui a été transposée en prise de vue réelle. Oh. Ça y fait pas d'avoir un fauteuil, lui. On dirait qu'il est comme Je suis plus posé, focus, hein. Je me sens comme dans une émission de Radio-Canada, là, où on est en psychanalyse, puis même le ton, là, comme on est plus calme. Ça se peut qu'on s'endorme le mieux du podcast. Ça fait que si quelqu'un a réussi à nous écouter en direct, par je sais pas comment, là, réveillez-nous. Hey, surtout si on parle de Sokka. Bon. Ben, ce sera pas long, commence. mais si on parle d'Ashoka, on a la possibilité de faire un podcast de 4 heures. Décollez pas négatif, vous savez, je Ça suis un fait que- avocat du diable. Si vous chialez tous les deux, je vais trouver des points positifs, ça me tente pas. Mais vraiment, qu'est-ce que t'en as réellement pensé? C'est bon. D'accord. C'est une série qui existe. Laissons la scène respirer. Grand plan sur une autoroute de 22 km. Attention, je vais faire un geste que j'aurais pu faire juste une fois. Et je vais le faire 4 fois. Je vais me lever et rester stoïque debout pendant 28 secondes. Oh my god, oh my god, oh my god. Vous rappelez-tu là, du chat que vous avez vu dans la série? Ben là, il va être là, le chat. Puis on va passer vraiment... On a rien que 6 épisodes, c'est à peu près 30 minutes par épisode, mais on va passer vraiment beaucoup de temps avec le chat. Puis avec la moto, puis avec les posters. Puis vous rappelez-tu le décor? Vous rappelez-tu la lune? Vous rappelez-tu la Bon. maison? Cet endroit-là. Puis là, il faut rapper à la fin, fait qu'on va refaire la scène qu'on avait faite en animé, mais on vous la fait en vrai. Oh my god, oh my god, oh my god. Là, c'est vrai, personne n'a écouté Rebelle. Fait qu'il faut présenter ces personnages-là. Puis faut aussi amener des nouveaux personnages. Puis là, je suis comme, tabarnouche, il y a du stock. 6 épisodes, tu montrais ça, hey, ça va spinner. Ah, Non, et ça guess- prend vraiment son temps à venir à Hey, puis surtout les 2 premiers épisodes, ils duraient 2 heures. Tu sais, moi, j'enlèverais pas que c'est un univers que j'aime, que j'étais content de voir. Ouais, puis on T'sais, veut pas planter l'univers que Non, t'aimes, on parce veut que pas- Rebelle, c'est une Non, bonne mais tu série. sais, non, mais c'est parce que moi, c'est le même problème. C'est parce qu'avant qu'on enregistre le podcast, je parlais d'un moment donné dans Safari Rire. Il avait déjà fait une parodie sur Claire Lamarche qui avait invité tous les personnages de bande dessinée là-dedans et Tintin faisait partie du groupe. Puis à chaque fois qu'on était pour tourner de page, Tintin sautait dans les airs, crissait Claire Lamarche en terre. Oh ben, il tirait tout le plateau au grand complet pour créer un cliffhanger parce que Hergé était très fort de ça. J'ai oublié comment ça s'appelait en bande dessinée, ce principe-là, où ce que, à toutes les 2-3 pages, il faut qu'il y ait un cliffhanger pour que la personne qui l'a aidé veuille continuer. Au cinéma, on appelle réellement ça un cliffhanger, même au niveau des séries TV, c'est terminé sur un cliffhanger. Et Ben, l'autre- Batman 1966 était C'est le champion exactement de ce que ça. j'allais dire, ouais. exactement, tu sais, il restait à la même batteur, à la même bat-chaîne. là. Et C'était toujours genre, ça se réduisait toujours en. Ça se ça fait que, tu résolvait sais, en 2 secondes. c'est accrocher ton auditoire. Sauf que je sais pas pourquoi qu'au niveau du site du streaming, ça peut fonctionner avec Netflix, comme j'ai souvent dit, parce que les épisodes sont tous en même temps. Ça fait, même si t'as pas de cliffhanger, si tu veux écouter la suite puis tu veux avoir la réponse tout de suite, tu peux. Mais quand tu as un épisode à la semaine et que t'en as pas, puis surtout que c'est une série limitée de 6 épisodes, puis après 3 épisodes, au niveau des cliffhangers, OK, on peut spéculer les affaires dans le genre parce que c'est des cliffhangers de spéculation de nerds qu'ils mettent là-dedans. Sauf que c'est pas des réels cliffhangers, c'est des ouvertures de spéculation pour faire fonctionner Reddit et les autres sites à potins. Mais en 3 épisodes, la moitié de la série, là, on n'a aucune idée de ce que ça s'en va, à part qu'ils veulent peut-être faire revenir 30, mais on n'a aucune trace de lui. Et tout ce que c'est une machine à rumeurs sans aucun cliffhanger. C'est parce que le cliffhanger te permet aussi de réaliser qu'il t'a appris quelque chose dans l'épisode. Oui. Le problème de l'épisode 3, là, c'est que je l'ai vu, là. Puis je m'en rappelle déjà plus ou presque. Puis, tu sais, corrige-moi si je me trompe à l'âne, mais 30, c'est supposé être un personnage vraiment intéressant, vraiment imposant. C'est supposé être un vilain à la fois cool, puis il est supposé être imposant. Right? Ouais. La plupart des gens savent pas c'est qui. Pourquoi ils n'ont pas trouvé une manière de nous le setter comme personnage? Parce que là, les personnages sont littéralement obligés de répéter son nom à toutes les 3 phrases, puis l'appeler genre l'incroyable Empereur 30, l'incroyable comment... Tu sais, j'oublie son titre, mais tu C'est sais... le grand amiral. Le grand amiral, tu sais, il arrête pas de répéter. Il faudrait pas que 30 en revienne. Arrêtez de le dire, tu sais, montrez-nous quelque chose. Moi, je le connais pas. Ok. Je le connais parce que, tu sais, vous m'avez donné des cues, mais il faut Je vais vous nous donner une accompagner. réponse qui est simple et qui est poche là-dessus. C'est parce que malheureusement, la série Ashoka, c'est Avenger 2. Ah, c'est Age of Ultron. C'est Age of Ultron parce que c'est une publicité pour les films qui vont sortir sur l'Amiral Ultron. Parce qu'il ne faut pas oublier que je ne me rappelle plus si c'est seulement un film ou bien une trilogie, mais c'est au minimum un film. Cette série-là est pour promouvoir le film qui va sortir sur Tron. Dans le fond, on va pas s'ennuyer que le voir dans le dernier épisode, puis ça va être
très, très léger parce que ce film-là est un avant-goût, est un préquel, et à peu près comme toutes les autres séries qui ont cherché Marvel, que si tu ne l'as pas vu, tu peux aller voir le film sans conséquence. Ça fait qu'on se crée trop d'attentes sur une publicité d'un film. Ouais, mais c'est parce que c'est pas supposé être ça. Moi, je veux avoir du divertissement. Je veux pas... Ça m'intéresse pas une bande-annonce, là. Puis leur grand plan de 22 films, là, ça m'intéresse pas. Effectivement, mais ça, c'est le problème. C'est parce que Disney est sur le bord de la faillite. Ça va vraiment pas bien. À cause qu'ils font ça. Puis, sauf que leur stratégie, je la comprends pas, puis elle est pas bonne. Puis sans compter qu'en plus, qu'ils avaient tout annoncé ces films-là avant même de parler de leurs chiffres catastrophiques puis à quel point que ça allait pas bien. Même présentement, là, ils sont en train de patiner parce que leur prochain film de Marvel qui sort, peu importe ce qu'ils font, là, le hype est à 0 puis une barre. Puis il n'y a rien qui bouge. Donc, pour cette année, Disney, c'est une année de perte considérable. Puis. Ouais, mais ça n'empêche pas que tu peux offrir quelque chose. Tu sais, là où je suis moins d'accord avec Jean-Nic, par contre, c'est que, tu sais, Tron, même si j'ai pas écouté Rebels, on me l'a résumé, j'ai lu quand même là-dessus. Tron, c'est quand même des années 90, quelque chose qu'on connaissait, là. Qui venait de Timothy Zahn. Pour les fans de l'univers étendu, mais oui, genre, mais, si t'as pas lu les romans... Non, mais on savait un peu... On connaissait un peu, tu sais, comme le prince Dixar dans Shadow of the Empire. On savait un peu c'était qui, puis c'était le geek de Star Wars dans ta gang qui savait c'était qui, puis qui était capable de t'en parler. Hey, c'était hot. Mais tu sais, c'est pas un nom qu'on n'a jamais entendu, là. Moi, ce que je regrette, c'est dans ce que j'entends, c'est qu'il y a 6 épisodes, il y en a 3 de passés, puis j'ai pas vu une tabarnak de fois encore l'Amiral Tron, là. Puis non seulement je l'ai pas vu, mais on me sert en plus, j'ai l'impression de faire rire de moi parce que on dirait qu'ils sont dans une guéguerre où ils se chicanent entre eux autres. Là, ils se sont amusés à refaire exactement la même crise d'affaires que de la sequel trilogy, là. J'ai besoin d'une patente qui m'amène à quelque part, qui m'envoie vers quelqu'un qu'on cherche, là. Puis que tout le monde craint. Là, dans la sequel, c'est on voulait tout l'avoir, puis là, dans celui-là, c'est tout le monde le craint, là. Puis là, tout le monde cherche la même affaire. Fait que c'est encore un esti de ça me prend la patente pour avoir la patente, pour aller dans la patente, pour aller chercher la patente, là. Puis je sais pas si c'est adressé, là, mais moi, la première question que je me posais, j'étais là, bon, OK, Ahsoka, elle a pogné une sorcière qui, elle, savait où trouver la clé qu'elle allait lui dire où Thrawn puis Ezra sont rendus. Pourquoi que la sorcière n'est pas allée le chercher? Ahsoka, on la voit littéralement rien faire, là. Genre, elle arrive dans le temple, elle descend, comme dans un film d'Indiana Jones, puis elle ramasse la clé. Il n'y a pas de piège, c'est pas compliqué, il semble rien avoir sur la planète. Je veux dire, pourquoi elle n'était pas là une journée avant de se faire pogner? Et ça, j'étais comme, c'est un peu idiot, là. C'est un défaut de Filoni. Autant que J.J. Abrams, que lui, il va réussir à apprendre quelque chose qui niait du genre, mais il va tellement te bombarder d'informations que tu ne t'en rendras pas compte. Des Filoni n'est pas capable de travailler dans ce qui est complexe. C'est que les solutions sont toujours faciles. Et quand tu prends un épisode qui dure 1 heure où il ne se passe pas grand-chose, ben, la faiblesse de la complexité, ben, tu la sens beaucoup plus. Ça fait que, parce que lui, tu sais, même Rebels, c'est des plus grandes qualités, c'est parce que c'est une série pour enfants, ça fait que tu t'attendais à que ça soit pas compliqué puis que les résolutions soient faciles. Mais là, quand tu arrives dans un live action comme ça et que tu as des épisodes qui durent presque 1 heure, tu le sens, là. C'est parce que c'est pas quelqu'un qui est dans la complexité puis qui est dans un gros challenge à surmonter, c'est qu'il va très simple dans l'écriture. Puis là, c'est correct parce qu'on l'analyse pour ce qu'elle est, là, sur elle-même, c'est-à-dire une série sur elle-même. Mais ça règle pas mon hostie de problème de... On en reparlera plus tard, ça vous tente, là. De où est-ce qu'était tout cette crise de monde-là pendant la trilogie originale. L'éternel problème de créer du stock. Puis à quel point c'est devenu commun des Jedi, que tout le monde a la force, que sont tout un peu partout dispersés, et tout ce monde-là s'est caché dans le garde-robe pendant les années où Darth Vader était là, le temps que Luke ramasse toute le merde. Puis là, une fois que Luke a tout ramassé le merde, ce monde-là ressort tout en disant « Ah, c'est vrai, Ezra Bridger, je vais me remettre à le rechercher. » Qu'on ne l'adresse même pas, ça m'insulte. Puis, il me semble que ça serait pas compliqué de l'adresser. C'est moi qui est cave ou... Ben, tu sais, il pourrait juste sortir comme Yoda avait dit. C'est parce que même Yoda, on pourrait en parler. Puis de la façon que ça avait été expliqué dans l'épisode 3 qu'il a eu mal au doigt en tombant en bas de building, là, c'était un peu ma boboche, là. Sauf que, tu sais, c'est parce que c'était pas leur combat, c'était pas leur place, mais tous les remnants, comme le personnage de Ray Stevenson qu'on voit qui est là-dedans, là, lui, il devait faire partie de la gang qui comprenait que s'il sortait là avec Vader, il restait quoi, 2 minutes à vivre, là? C'est que t'es tout bien de rester tranquille? Oui, mais tu sais,
c'est parce que plus tu apportes de ces personnages-là, plus l'espèce de légende qu'on avait... Puis tu sais, remettez-vous en contexte en 77 quand on sort Star Wars, là. Il y a de fortes influences, tu sais, des régimes totalitaires. Et une des choses que les régimes totalitaires réussissent bien, c'est d'effacer le passé. Puis c'était ça dans Star Wars. L'Empire était né en même temps que la galaxie, puis allait se terminer en même temps que la galaxie. Et ceux qui avaient vu l'avant-Empire étaient des gens qui étaient tellement rares, des gens qui ne devaient pas être laissés en vie, ou des gens à qui on leur faisait presque miroiter qu'ils avaient perdu la raison de croire qu'il y a eu un avant-Empire. Là. Obi-Wan faisait partie de ces personnages-là. T'sais, Obi-Wan parle du passé, puis t'as l'impression que s'il est encore en vie pour en parler, c'est un miracle. Là. Ouais. Puis que tous les autres ont soit oublié, soit ont volontairement oublié, ou soit se sont tellement fait bourrer le crâne de propagande. Je veux dire, c'est les nazis, l'Empire. Là. C'est de la propagande. C'est ce qu'Andor avait apporté de façon brillante. Là, parce exact. qu'on se posait des questions sur le Outer Rim, à quel point il peut être déjà pas informé. Quand on a vu les barricades qui mettaient ça, puis que finalement, il n'y a même plus le droit de quitter leur propre palais. Puis tu sais, ça prenait pas grand-chose. Ça prenait un Star Destroyer, puis la planète était bloquée, elle ne fait plus partir. Il y a plus rien qui bougeait. Dans Solo, là, moi, c'est le bout que j'ai aimé le plus. Puis dans The Bad Batch, quand ils installent sur, ben là, les voyages, là, si on veut contrôler l'information, il faut que le monde se voyage de moins en moins. Fait qu'on va contrôler les points. Puis tu sais, c'était super bien expliqué. Sauf que plus on avance dans cet univers-là, puis plus des gens qui ont connu le passé refont surface. Mais sauf qu'il essaie d'utiliser le côté gouvernemental pour montrer que finalement la République, puis les gouverneurs, puis n'importe qui sont là, travaillent sur la même chose. Parce que dans l'épisode 3, à un moment donné, quand justement Hera demande d'avoir de l'aide, ils font comme, on s'en sac-tu de l'amiral Throne, on s'en fait ça, puis elle de répondre, elle fait comme, t'étais où dans la dernière guerre? C'est quoi que t'as fait? T'as été élu après que la guerre soit finie. Elle fait comme, c'est quoi tes connaissances là-dedans? Elle fait comme, là, moi, je veux pas rentrer en guerre, je veux en prévenir une. Et le gars de la garde, il fait comme, encore lisse. Puis, tu sais, on l'a vu aussi dans Andor. Finalement, il prenait du monde, puis il brainwashait de l'Empire. Puis il y avait du monde qui était engagé pour effacer les liens de l'Empire. C'est que finalement, il faisait exactement ce que l'Empire... La République faisait exactement ce que l'Empire fait. C'était exactement un chapitre de 1984. C'est du monde qui prenait les nouvelles des 10 dernières années, puis il en effaçait des lignes. Mais tu sais, je disais, Ahsoka, en tant que telle, là, comme personnage, elle a connu l'Ancienne République. Elle a connu la guerre des clones. Elle a connu tout l'Empire au grand complet. Puis elle a eu le temps de les voir disparaître. Puis elle a encore la face de Rosario Dawson. Ben, Ouais. elle a commencé son entraînement, elle était en bas de 10 ans. Tu sais, elle l'a tout vu de A à Z. Ouais. Elle l'a tout vécu. Donc, une bonne partie de la galaxie l'a tout vécu aussi. Puis là, moi, c'est un des... Ben, on a parlé un peu de Ray Stevenson tantôt. Moi, c'est un des points forts de la série. Je l'aime, son personnage. Son apprenti. On verra ce qu'ils vont faire avec. Mais à venir à date, j'aime le côté que ce soit pas... C'est des mercenaires. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont se développer, ce qu'ils vont faire. Ahsoka, je l'aime. Mais là, je me rends compte que je l'aimais peut-être mieux dans Mando, parce que là, je trouve qu'elle n'a pas grand-chose à faire. On l'a compris, là, qu'elle avait... Sabine, c'était comme son padawan, puis il y a un événement qui a fait qu'ils se sont chicanés, puis là, elle revient avec. C'est comme, OK, je le comprends, ce côté-là, mais ça reste beaucoup là-dessus, les deux premiers épisodes. Là, genre, on l'a compris. Là, le troisième aussi. Ils vont redécoller ensemble, mais là, c'est comme, qu'est-ce que vous voulez raconter au final? C'est quoi la progression de ces personnages-là? J'ai pas l'impression que je la connais vraiment, à ce cas, pour une série qui porte son nom. Là. En ce moment, je me demande un peu c'est qui le personnage, quoi ses motivations. C'est le gros défaut de la série, c'est parce qu'il s'est écrasé sur le fait que le monde connaissait 125 épisodes d'Ashoka. Oui, c'est parce que c'est un des personnages, c'est possiblement le Jedi qui a la plus grande évolution. Le parti de Snip, le personnage que tout le monde voulait y arracher la tête parce qu'il était exécrable dans le film qui avait sorti au cinéma, le film qui a lancé Clone Noir. En 2008. C'était incroyable que ce personnage-là, tu sais, autant Baby Jabba était stressant, mais elle était terrible. Quand la série Clone Noir a commencé, elle était vraiment gossante. Jusqu'au temps qu'elle est devenue une adolescente et puis qu'elle décide de rentrer dans le tas puis qu'elle était rendue l'équivalent au combat d'Anakin Skywalker. Et malheureusement, la série avait été annulée à l'époque. Heureusement, Netflix avait réussi à produire les derniers épisodes. Puis plus on se posait des questions justement au niveau de la Clone Noire, à quel point que les Jedi étaient contrôlés par le Sénat, que finalement c'est devenu des mercenaires qui prenaient contrôle de des planètes au nom du Sénat.
Ce qui faisait aucun sens, parce que dans la première, d'un prequel, la trilogie, on s'est tous posé la question. Les Jedi, dans le fond, c'était pas des bonnes personnes, là. C'était des mercenaires, c'était des soldats à fortune, n'a pas essayé tout, ça avait aucun sens. Et Ashoka, elle, à la fin de Clone Noir, c'est elle qui s'est présentée devant le conseil. Elle a droppé ses lightsabers en faisant comme on disait, vous êtes une gang de vendus, vous vous rappelez même pas pourquoi vous vous battez. Il y a des planètes où les gens crèvent, mais si c'est pas profitable en impôts pour votre Sénat, vous les laissez crever là, puis vous vous en sacrez. Vous êtes tellement bien assis dans vos chaises à méditer que vous avez oublié votre mission principale qui était de protéger la galaxie. Et elle a droppé ça là avec ses sabres laser, puis elle est partie, puis elle a renié de devenir une Jedi. Mais c'est-tu comme juré de protéger la galaxie ou c'est devenu quoi, mettons, son voyage personnel à partir de ce moment-là? Elle était devenue une ermite. Puis elle s'est placée, ça c'était dans le roman Ashoka que c'est arrivé, c'est parce qu'elle avait plus de sable laser, elle n'utilisait plus la force un petit peu, c'était le principe qu'il y avait eu dans le roman d'Obi-Wan, qui aurait dû adapter en série TV, qui était malade. C'est un western spaghetti Kenobi qui est vraiment incroyable. Dans le fond, elle s'est établie sur un petit village, puis elle a décidé d'aider en remote le monde, mais elle n'utilisait pas la force, jusqu'au temps que des inquisiteurs débarquent sur la planète. Et elle n'a pas eu le choix. Et c'est là-dedans qu'on avait appris justement c'était quoi le bleeding des Kyber Crystal, pourquoi que les sabres laser des Sith sont tout rouges. Parce que dans le fond, c'est le côté obscur qui se traverse là-dedans. C'est un de tes premiers steps à faire, c'est corrompre un Kyber Crystal pour qu'il réponde au côté obscur de la force, parce que foncièrement, un Kyber sera toujours plus. Mais le côté obscur doit le corrompre pour pouvoir l'utiliser. Fait qu'il saigne. Qu'il saigne. Mais ça, c'était dans le comic de Vader qu'on apprenait ça. Ben, c'était dans le roman Ashoka la première fois qu'on l'avait vu. Ben non, dans le roman Ashoka, on apprenait comment elle en avait purifié un. Exactement. Parce que Vader, dans le comic, Vader en corrompt un sous les ordres de Sidious. Oui. Il s'en va chasser un Jedi, il ramasse son sabre, réussit à faire saigner le cristal. Puis Ahsoka, elle a fait le procédé inverse. Effectivement, parce que quand elle a réussi à battre l'inquisiteur, elle a brisé son sabre laser, elle a pris les Kyber, puis elle les a fait résonner avec la force, et les Kyber sont devenus blancs avec une lame blanche. Elle, c'était une des premières justement qui avait fait ça, c'est parce que c'est là qu'elle avait reconnecté avec la force, et ça se passait justement avant la série Rebels, où c'est là qu'elle a décidé de devenir Fulcrum, dans le fond. Et pour les gens qui n'ont pas vu Fulcrum, c'est la série Rebels, parce que Fulcrum est une des instigatrices de la rébellion avec Mon Mothma. Elle était comme le Jedi infiltré que personne ne savait qu'il existait. Okay. C'était une légende pendant urbaine. qu'Obi-Wan, lui, pleurait dans sa caverne à quelque part, seul, battu, et comme un vieux Christ. Il surveille Luke. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Qui n'ont pas cru bon de changer son nom de famille sur la planète où le gars était... Ah, ok, c'est correct. Plus t'en ajoutes, pire c'est. C'est ça, la leçon, c'est ça, là. Mais en même temps, il faut qu'il travaille avec ce qui existe déjà. J'aurais juste la culotte de Boba Fett qui va voir Darth Vader. Tatooine, Luke Skywalker est là, le fils d'Anakin Skywalker. Puis tu sais, pas que ça, il a pas vu la face d'Anakin en arrière de son masque, il a dû faire, tu sais, les yeux bien ronds, puis comme fait... Sérieux? Ils ont pas changé son nom? Quelle gang d'amateurs! Quelle petite gang d'amateurs! C'est comme ça que je vais me retourner là-bas. Je c'est vrai, Tatooine. Oh non, c'est vrai, j'aime pas le sable. J'avais oublié. Mais là, il y a quelqu'un qui va dire ça avait toujours été voulu parce que Vader voulait que Luke soit capable de le ramener dans le côté de la lumière parce qu'Anakin, fondamentalement, voulait toujours se faire ramener, mais il pouvait pas le faire par lui-même. Il savait même pas qu'il y avait des enfants. Mais oui, l'empereur il a dit qu'il était mort. En childbirth. Même pas en childbirth, il l'a tué pendant qu'elle était enceinte. Mais dans son cœur, il le savait. Dans son cœur. D'ailleurs, ma théorie sur l'apprenti qui est avec l'apprenti de... Maroc? Ouais. Moi, je pense que c'est le flot de Palpatine qui fourre. Il n'y avait pas la force, c'est que c'est impossible. Non, la grosse machine à rumeurs, tout le monde dit que c'est Ezra Bridger. Que, tu sais, si tu cours à la Tron, là? Si tu cours à ce point-là pour réussir à aller chercher Tron, là, hein, ben, Ezra, quand il a fait pour sortir de là, rendu. Il a chauffaugé de baleine comme Paul Atreides fait avec ses verres. Là. Ben, à la Tron? Pas à la Tron, mais je veux dire à la Tron Legacy, là. Quand on apprend que le méchant, c'est Tron. Tout ce temps-là, c'était lui. Ben, habituellement, dans Star Wars, quand tu portes un masque, il y a un reveal qui est lié à ça. Là, je pense que s'ils ont mis un inquisiteur avec un masque, clairement, ils veulent nous présenter un personnage. Là, tu sais, si c'est pas Ezra, ça serait qui? Et d'ailleurs, salutations au gars qui a dû faire comme OK, là, je vais prendre Ray Stevenson, ça va être un personnage vraiment hot, puis son apprenti, on va y mettre un masque. Est-ce qu'on pourrait en ajouter une autre question de vendre des jouets?
OK. Une fille, s'il vous plaît. De préférence. OK, mais j'ai pas de place pour... Mettez-la pareil, s'il vous plaît. Puis pour que son jouet soit le plus beau possible, s'il vous plaît, mettez-là albinos. Et ça va très mal se rendre en jouet, ça. Oui, mais c'est un public qui, selon nos statistiques, n'a pas encore été rejoint par Star Wars. J'y avais pas écrit grand-chose. J'ai utilisé ce qu'il y avait pour la jeune site dans Obi-Wan. Mais ça va être un jouet qui Personne va s'en rappeler. Prenez Reva et mettez-le copier-coller. Hey, mais quel personnage... En tout cas, à 3 épisodes, là, quel petit personnage inutile. C'est pour ça que je dis, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce que moi, je les trouve cool, puis ils ont du potentiel. Mais c'est ça, ils ont rien que du potentiel présentement. Je suis comme, D'ailleurs, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Des beaux clins d'œil à Star Trek dans le premier épisode, hein? Puis même dans l'épisode le plus récent, là, où ce que là, on a un vaisseau avec un bridge comme dans Star Trek, puis on le manipule un peu comme Star Trek. J'avais l'impression d'être dans J.J. Abrams. Et la scène dans le 3e épisode où on sort littéralement du vaisseau pour se battre sur le vaisseau. Là. Ça, sérieusement, il y a des... Ça fait très Star Trek, mais j'aimais ça. L'épisode 3, même s'il mène à rien, il y a des bonnes séquences, il y a des bons moments. L'action, les combats spatiaux sont super le fun. Le reveal même du ring qui est comme un petit peu particulier parce que c'est bizarre. Il y a les couleurs de la High Republic. On sait qu'ils travaillent sur des films de la Haute République. Donc, est-ce qu'ils vont ramener des liens avec ça? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la Haute République, c'était à l'époque où ce qui était en train de faire des chartes de navigation de l'hyperspace. Et ils se battaient contre une race qu'eux autres utilisaient des Seals qui étaient capables de voyager à travers le temps. C'est très copié de Dune, d'une certaine façon, parce que les navigateurs, c'est exactement ce que ça fait. C'est ça calcule des voies dans leur tête. Puis c'est ce qui te permet de voyager à haute vitesse en rentrant en collision avec des planètes. Là, les méchants dans la Haute République, c'est exactement la technique qu'ils utilisent. C'est qu'ils pognent une tire qui est capable de voir un chemin dans l'espace, puis t'emmener à un endroit où personne peut, parce que les hyperdrives, à l'époque, les calculateurs ne se rendent pas. Et une des raisons pourquoi beaucoup de personnes courent après les schistes de la race de Tron, c'est parce que eux ils ont mappé le Outer Rim. C'est qu'eux autres, ils ont une charte que personne n'a dans la galaxie. Et c'est pour ça que Palpatine, au début, avait été cherché, parce que sa planète Sepacol, là, Exegol. Sénacol, c'était mappé par les schistes. Mais Palpatine, c'était vraiment une merde, finalement. C'était lui qui avait le plan le plus poche de toute la gang. La première fois, là, c'était pas si pire que ça. C'était rien qu'un trou de 2 mètres. La deuxième fois, son plan, là, avec un tunnel de 22 km de large pour faire sauter sa descente, c'était pas la meilleure des idées. On m'entend un peu, là. Une légion de ses meilleures troupes attendait les rebelles qu'il avait lui-même piégés sur la planète au vrai endroit qui pouvait détruire le bouclier qui protégeait sa nouvelle arme. Mais ça, pire, il savait qu'elle était... il faut dire que ça, c'est le problème un petit peu d'Anakin Skywalker, Darth Vader, qui savait que Luke était là, mais qui voulait aller le chercher. Quelle idée de jambon! Parce que honnêtement, il aurait dû pogner Luke, il donnait un coup de poing d'arrêt de la tête, une fois qu'il était perdu connaissance, pogner Léa, Han Solo, tu sais, leur twister le cou, là. OK, il aurait peut-être une sacrement de coche qu'il aurait appris que Léa, c'était sa fille, mais tu sais, il faut pas oublier que le film d'avant, il l'avait probé, ça fait que... 2 films avant, en fait. 2 films avant, il avait probé parce que le film d'avant, lui, elle a frenché son frère. Oui, effectivement. Elle a une longue histoire de relations incestueuses avec sa la famille. misère avec les hommes dans sa famille. C'est dégueulasse. Ouais, OK. Et la fin de ton plan, c'était? C'est ça. C'est parce que Vader a juste été cave. Tu sais, s'il aurait resté sur Endor, là, il aurait gagné. C'est parce que tous ces éléments-là fonctionnent quand on les analyse pas trop, puis quand ils se complètent dans une série de 3 films d'aventure spatiale. Mais là, quand tu construis un univers étendu aussi gros qu'on est rendu aujourd'hui, tu sais, là, tous ces défauts-là sont comme analysés avec une loupe et une grosse lumière. Ça me rappelle à l'époque où Legion, justement, tantôt on en parlait au niveau des romans, là, c'est que George Lucas avait donné les droits libres au niveau de Legions. Et c'était des différents auteurs qui écrivaient sans se parler, puis personne ne suivait un timeline précis. Quelqu'un écrivait plus 5, plus 6, moins 10, plus 20 ans. Il n'y a rien qui suivait. Ça fait qu'à un moment donné, le monde créait des personnages. Sauf qu'il écrivait genre 20 ans avant le livre qui était sorti avant, puis ce personnage-là n'avait jamais existé, mais il était super important. Il y en a qui tuaient éventuellement, puis là, c'était assez de se rappeler qui est encore vivant, tout. Puis c'était un bordel. Il y avait tellement de contradictions. À un moment donné, tu ne comprenais plus ce qui se passait, là. C'était du génie.
Lucas, pendant ce temps-là, lui, ramassait les droits. Merci, bonsoir. Il ramassait Pas de du problème. cash, à plus savoir quoi faire, mais c'est... Il n'y a rien qui se tenait. Au début, c'est pas... Puis, tu sais, Kevin Jordanson, là, justement, qui est avec le fils de Frank Herbert, Brian, qui écrit du Dune, ça fait une éternité. Lui, avec son Kip Duran, j'ai beaucoup aimé l'Académie Jedi, mais Luke était devenu le Jedi le moins puissant de la galaxie, et tout le monde était plus fort que lui. Ça n'avait aucun génie, là. Tu sais, Kevin Henderson, il avait échappé là-dessus. Autant que l'Académie Jedi était bonne, autant que ces Jedi et leur puissance avaient plus de bon sens. Puis là, ils ont fait, tout ça, ça sera plus canon. Oh, on va remplacer ça par notre propre canon. Yeah! Mais ça va être fait par du monde qui se parle pas tant, puis ça va avoir une qualité vraiment dentier. Mais ça, sérieusement, tu sais, je lis... Ça fait un coup de romans de Star Wars que j'ai pas arrêté de lire, sauf que, sérieusement, le problème des nouveaux romans de Star Wars, c'est qu'ils veulent pas se mouiller à cause qu'ils veulent faire des films, des séries TV. Donc, chaque roman n'apporte rien, aucun cliffhanger. Garde C'est un statu quo. 350 pages où c'est du monde qui se jase puis il se passe rien. Et sérieusement, je vais me faire tirer des roches puis tout, là, mais chacun des romans doit avoir une relation homosexuelle qui prend une prédominance importante. Ben voilà, je m'attendais pas à ça. Je pensais que t'allais dire qu'ils sont mauvais ou... Non, mais tu sais, juste pour vous donner un exemple, le dernier jeu de Star Wars qui avait sorti la suite de Fallen Order, le personnage principal, Cal Kestis, il se ramasse avec une Night Sister, puis on voit qu'il y a une relation qui est en train de se lier dans le premier jeu. Tout le monde pense qu'ils vont finir ensemble. Ils ont sorti un roman prequel au deuxième jeu. Et ce Night Sister-là, finalement, a une relation homosexuelle avec une autre personnage qu'on croisait dans le roman. Et sérieusement, là, au niveau des phéromones, tout, à un moment donné, d'un chapitre, là, c'est du Star Wars, mais je pense qu'il y a 4 pages pour expliquer comment ces phéromones montent au plafond que sa fille-là est proche d'elle. Moi, personnellement, je lis du Star Wars pour de la Space Fantasy puis des fucking Wizards. Tu sais, puis c'est notre Wizard enough for me, je vous le garantis, là. Sauf que là, tout le monde lit ça, il faut comme, c'est parce qu'elle va pas finir avec quelques 6. Et là, l'auteur de sortir fait comme, mais moi, c'est parce que je l'ai vu plus genre gender fluide, puis tu sais, elle est plutôt queer. Là, tu fais comme, je suppose que c'est justifié, puis ça va être étalé dans le jeu. Tu commences à jouer au jeu chapitre 2, elle sort avec Cal. Tu fais comme. Tu sais, finalement, le roman, tu le crées au feu, tu fais comme, c'est parce que là, sérieux. Ben, il y avait Shadow of the Sith qui était intéressant, par exemple, parce qu'il répondait à des questions comme. À des questions que, visiblement, J.J. Abrams... T'avais pas lu le chapitre entre Luke et Lando? Quoi? Quoi? Ben non, il y en avait pas. OK. Pendant un instant, j'ai fait comme... Asti, j'ai oublié ça, moi. Y a-t-il vraiment eu un chapitre... Non, mais, tu sais, il avait tenté de répondre à des questions que Abrams avait visiblement pas envie d'aborder, comme le Force Ghost de Anakin, que je trouvais... Tu sais, la façon qu'ils l'ont amené, je trouvais ça cool. Et pourquoi Lando est habillé en soie, je te l'ai expliqué. Pourquoi ça finit toujours en homo-érotique? Parce qu'il lit, lui, roman. Ouais, mais visiblement, il les applique, là. Tu me flattes la cuisse depuis tout à l'heure. Mais non, c'est ça. Celui-là était quand même intéressant parce qu'il répondait à des questions. Oui. Tu sais, donc c'était pas juste 300 pages de monde qui se parle. Non, ça expliquait un petit peu qu'est-ce que Luke avait fait après la guerre. Dans le fond, il courait après des reliques Jedi puis les temples Jedi pour en apprendre un peu plus et partir une académie. Donc, c'était quand même intéressant. Oui, celui-là fait partie des bons. Je pourrais en nommer 3-4 qui sont super intéressants, sauf que d'un dernier, puis surtout, c'est le problème aussi qu'ils ont eu avec les romans de la Haute République. À un moment donné, je les lisais, j'avais du fun, mais à un moment donné, il était rendu, je pense, avec plus de personnages d'introduits que Game of Thrones en 8 saisons, puis en 6 romans. Puis là, vu que t'as pas de visuel, là, à part les quelques bandes dessinées que tu lis, c'est que quand tu lis ça, puis t'as trop de personnages, à un moment donné, tu fais comme, mais Guy, lui... Puis là, des fois, il y en a un qui meurt, puis tu fais comme... Je me rappelle plus c'est qui. Ça, puis tu sais, il couvrait des périodes qui, OK, pour les gens qui sont très, très, très dans Star Wars, c'est comme, pour eux autres, c'est du inexploré. Mais tu sais, moi, je veux encore des romans entre Force Awakens puis Return of the Jedi. Il n'y en aura pas, parce que c'est là qu'ils travaillent leur série TV puis les films, puis ils peuvent pas s'embarquer à mettre quelque chose qui est canon, qui ne sera pas. Parce qu'effectivement, c'est là qu'elle nous amène à Ahsoka. Exactement. Ils vont nous faire la trilogie qu'on voulait sur 28 films. C'est ça, là. Le point final, c'est ça, là. Ils vont nous faire ce qu'on voulait. Fait que dans le fond, là, la sequel trilogy, là,
C'était comme l'épilogue de quelque chose qu'on aurait peut-être lu ou pas sur la vraie histoire qu'on voulait voir. C'est convaincu qu'Ashoka va avoir des liens pour le film de Tron, va avoir des liens pour les films qu'il va porter sur la Haute République. Je vous dis, là, c'est le Age of Ultron de Star Wars en ce moment. Là. Ça va tirer d'un bord puis de l'autre pour présenter le plan de Dave Filoni pour les prochains films de Star Wars. Avec le succès que j'imagine qu'ils vont avoir. Ben, de toute façon, on va voir là, au niveau des films de super-héros, au niveau de Star Wars. Ça va être bizarre à suivre tout ce cinéma-là dans les prochaines années parce qu'on l'a vu cet été, là, au niveau du box-office de ces films-là, normalement, grand déploiement, puis du côté un peu plus geek, ça a été une catastrophe toute la gang. Là. Tu sais, Blue Beetle, cet été, il n'y avait pas des grosses expectations parce que c'était un film qui était supposé sortir sur HBO Max, mais... Ben, tu sais, point positif, il s'est cassé la gueule moins pire que The Flash parce que le film a coûté moins cher. Puis il a fait un box-office presque autant que The Flash. Ça fait good for him, même si c'est planté. Mais, tu sais... Avez-vous écouté finalement, Oui. Beetle? Oui, on est allé le voir il y a Puis? 2 semaines. Moi, je le comparerais au premier Shazam. J'ai eu du fun, c'est vraiment bien. C'est pas un film qui a des gros impacts. T'sais, son problème, c'est qu'il sort peut-être un peu trop tard. Là. Genre, on est comme plus là dans les films de super-héros. Ouais, là. parce C'est un que peu trop... C'est basic. Genre, ça coche les bonnes Origin cases, c'est le story. fun. Ouais, ça coche les cases d'Iron Man 1, ça coche les coches de Spider-Man, ça coche les cases. C'est parce que peu importe la séquence du film, tu es capable de faire Ah oui, je l'ai vu dans tel film. Ah oui, je l'ai vu dans tel film. Puis, tu sais, mais le côté, par exemple, culture mexicaine, puis de la famille, de la façon que ça se tient, ça a été très bien joué, par exemple. C'est ça le point fort du film. Malgré le fait que Blue Beetle passe un film à dire Je veux tuer personne, puis le reste de sa famille il élimine tout le monde de façon violente, sans merci. Et... Sa grand-mère et son oncle. C'est quelque chose. Il massacre tout le monde, puis ils ont du fun, puis ils trouvent ça drôle, puis lui, il passe le film à dire je veux tuer personne. Puis à un moment donné, son oncle est avec le gros scarab géant, le robot, puis il piétine quelqu'un, puis il shake la patte du scarab puis il trouve ça drôle. Là. Puis Blue Beetle passe le film à dire je veux tuer personne. Ça faisait penser à peu près à Black Adam. Je suis le vilain du film. Je ne fais que tuer que des vilains. Je suis un vilain. Arrêtez de me demander de vous aider. Je ne tue que des vilains. Mais sur le plan de gun, ça n'a aucun impact? Ou... Ben, c'est parce qu'il veut sortir Booster Gold, puis sans Blue Beetle. C'est que le gars va retourner à la TV. Sans impact. Ben, si tu n'as pas vu le film, ça n'aura pas d'impact. Grosso modo, là, c'est comme l'acteur est le fun, puis le personnage est drôle, puis tu sais, c'est un sou en CGI. Là, fait qu'il s'est, clairement, il s'est dit, je peux le prendre. Puis comme je te dis, ça n'a pas d'impact sur le DCU, puis ça n'a pas d'impact sur le DCU non plus. Fait qu'il va rien prendre le personnage puis l'acteur, puis James Gunn a l'air d'être ouvert une porte solide pour emmener Ted Core, puis ça se peut qu'il s'enligne plus vers Ted Core avec Booster Gold, tu sais. On est rendu là. Parce que quand le film finit, là, c'est le retour de Ted Core qui était disparu. C'est que le Blue Beetle original, ça fait que si ça fait pas avec cet acteur-là, il s'en sert, il va chercher Ted Core, il le sort, puis c'est lui qui devient le Blue Beetle avec Booster Gold, et ça finit là. Puis tu sais, une des forces aussi, c'est qu'on sent moins le côté. Tu sais, Flash, là, même si j'aime beaucoup bien des affaires dans le film, tu sens que c'est un film de compromis, là, qu'il y a genre 20 scénarios qui ont été écrits, qu'il y a eu beaucoup d'interventions, autant de réalisateurs différents, de la prod. Là, ce film-là, tu sens que ça a été fait de A à Z par la même équipe, il y avait une bonne idée, il y avait un script qui était bien correct, puis que, tu sais, ils ont fait leur petite affaire, puis ça se tient bien par lui-même. T'as pas besoin de connaître le reste de l'univers, puis... Moi, je dirais aller le voir. Ça vous intéresse le moindrement. Un solo movie, dans le fond. Ouais, un bon solo effectivement. movie. Puis, tu sais, de la façon qu'ils ont apporté Omax, ça se tient un peu. C'est quand même intéressant. Ça fait que, ah oui, ils ont apporté Omax? Ouais, le fanservice est pas mal là-dedans, c'est Omax. Ouais. OK, c'est intéressant. Oui, mais de la façon qu'ils l'ont apporté, c'est Ils l'ont-tu lié à Batman ou... Non, absolument pas. Ils l'ont lié plus vraiment à Amanda Waller. Puis, Amanda Waller. Non, c'est quand même pas pire. C'est référence au Green Lantern aussi, au début du film. Là. Le scarabée serait arrivé sur Terre, puis c'est comme... Il y a eu un petit fight avec un Green Lantern, puis c'est pour ça qu'il est atterri. Tu sais, il y a des petites affaires de même qui sont cool. Là. Ouais, Green Lantern, maintenant, on va être dû pour le voir pour vrai. Là. Ouais, j'étais carré de le voir on juste... l'a déjà eu pour vrai. Oui, mais tu sais, j'étais carré de le voir juste en caméo, là. Non, mais on l'a déjà eu. Il a déjà eu son film, man. Non, quel film? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce film-là n'a jamais existé. Ah, si je te disais que Deadpool a déjà joué Green En Lantern. passant, là, le pire... Non, mais à ce temps que tu ouvres le sujet, là, je suis pas fin avec Green Lantern. C'est quand même moins mauvais que bien des films de super-héros qui sont sortis dans la dernière année. Ouais. Oui.
Oh non, oui. Ben, en Oui. tout cas, les Oui, effets non. spéciaux sont de même qualité que les films des super-héros de la Ouais, dernière année. Puis l'histoire se tient quand même mieux que bien des films de super-héros que j'ai vus cette année. Là. Puis, mettons, je vais défendre le Director's Cut de Green Lantern, hein, parce qu'ils ont rajouté beaucoup de stock dans l'espace, puis ça fonctionne bien, puis c'est le fun. Mais tout ce qui se passe sur Terre, ouais, j'ai encore des petits hauts le cœur à y penser. Là. Non, ouais. J'essaie de comprendre encore la séquence de Hot Wheels avec l'hélicoptère. mon Tout le monde Dieu, est mon mort. Dieu, C'est mon sûr Dieu, que mon tout le Dieu. monde est mort dans cette séquence-là. Ouais, mais ça, c'est pas une séquence où que, tu sais, je veux dire, ça arrive dans plein de films. Là. Où est-ce que tout le monde serait Puis, supposé être ouais, mort. ça avait le syndrome du monstre qui est un gros Nuage. fog, ouais, Le gros avec une nuage. face qui fait Hey, ça fait que là, on va emporter Galactus. Là, hey, c'est le dévoreur of world. Ouais, mais c'est quoi ce Galactus? C'est un gars d'1 million de kilomètres de haut. Il est en bleu puis mauve. Tu sais, Ça va être un nuage. tu sais, on était à une période où tu sais, les studios étaient probablement pas prêts à faire comme le film. Ryan Reynolds va être là, il va avoir une blonde. Juste Puis lui, il ça part va dans attirer. l'espace après 15 minutes, puis tout le film va se passer dans l'espace. Puis genre, vous allez apprendre à carry pour ces extraterrestres-là, puis la défense de la galaxie. Puis genre, on n'était pas là. Fait que clairement, ils se sont fait dire, non, tu le ramènes ils sur ont- Terre. Ça aurait pris Sinestro, puis la Ils ont tellement Green frappé du Lantern cash les Corps. effets spéciaux parce que c'est même à l'époque, là, on se rappellera du premier Ghost Rider. Où ce que le monde l'avait sorti, le monde avait dit oh, ça va être malade le film de Ghost Rider. T'as le film, c'est comme oui, mais pourquoi qu'on l'a pas vu tant que ça, Ghost Rider? C'est bien pêche. Je sais voir Ghost Rider, puis il n'y avait pas Ghost Rider. Là, à un moment donné, ils ont fait ouais, c'est parce que ça coûtait au-dessus de 100 000$ la minute en effets spéciaux. Ouais, puis on avait aussi un peu payé Nicolas Cage. Effectivement, parce qu'on avait comme genre plus de scène. Et là, c'est toujours le problème que quand t'arrives dans le combat de la fin, là, ça fait comme. Et là, t'écoutais Ghost Rider, c'est comme le combat de la fin, ça va être malade, il va sortir ses chaînes, il va sortir de l'enfer au grand complet. Là, il fait comme non, je suis Légion. Ouais, t'es Légion parce que t'as plein d'ombres, puis moi, j'ai le pénestère, puis toutes tes ombres que t'as siphonnées, ils ont toutes des regrets. Je te one-shot là. C'est à peu près comme Thor le premier. Ouais. Je suis le destroyer, je suis celui qui détruit des mondes. Hey, je viens d'en retrouver Mjolnir, je vais le tirer à travers de l'ouragan, peut-être. C'est parce qu'il y a. Pas de crise de scène. Captain America 1. Hey, et où l'acte 3? On n'avait plus une scène. Film interminable. Ouais, mais ça, puis tu sais, ils ont casté aussi des pointures de moins grosse envergure. Bon, peut-être même Robert Downey Jr. parce qu'il n'était plus rien à l'époque où ils l'ont Ouais, casté. Ouais, Tu sais, je veux dire, rappelle-toi quand ils ont casté Stallone dans Dread. mais sauf Ils ont que, enlevé le casque. Lui, il a eu une vision du futur. Lui, il a fait sa Carrie Fisher. Il a signé le bon contrat. Ouais. Ah, OK, vous lancez un univers cinématique de Marvel. Donnez-moi 1 million, mais 1% du futur. Ah ouais, lui, il était bright, là. Mais je veux dire, tu sais, Carrie Dread. Fisher avait fait ça avec les jouets. Ouais, Dread, c'était ça, là. Il y avait pas de casque parce qu'on fallait voir Stallone. Ouais. Cage, tu sais, il fait partie de pourquoi on le voyait pas tant que ça non plus, Ghost Rider. Là. Ben, puis tu sais, Marvel s'est ramassé avec ça aussi. Là. Rappelez-vous le premier Avenger. Là. Pas grand monde qui porte le casque. Là. Non. Ils les ont dans les mains la plupart du temps parce que les acteurs étaient rendus à. Ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient dans l'univers, ils étaient connus, leur carrière allait bien aussi. Fait que là, plus question d'avoir un casque Ah sur la non, tête. sur tout le long du film, là. poster, Iron Man n'a pas de casque, là. Captain America, Absolument pas, il porte son casque une minute. Ah, même pas. Il doit le porter 10 secondes dans le film. Ah, il avait réglé son problème assez vite, hein, qu'il a décidé d'avoir une barbe. Là. Il n'y a plus de casque qui fit avec sa barbe. On regarde le look du Winter Soldier. Ouais. Fait combien de temps qu'on jase? J'en ai aucune idée, c'est pas de tes affaires. On est ben trop relax. On est bien trop relax. Fait que là, non, c'est parce que je suis même pas capable de voir combien de temps on a de fait. Là. Vous la lumière? Mais quelle lumière! Ça, c'est du podcast de qualité. La Là, le lumière, monde là, sont tu sais. en train de triper en nous Ben, écoutant. là, on Ça, ben ouais, ça va bien nos affaires. Ok, t'allumes ta lumière. Ok, c'est ça. Là. Fait que là, le monde qui nous écoute, fait voyons, l'innocent, t'as 52 minutes. Oui, c'est ça, je sais. On va voir. On va finir avec Batman Beyond. Ouais, on peut finir avec Batman Beyond. Moi, ça me dérange pas. Ben, je te demandais pas. Ben, ok, tu nous l'imposes, ça fait que c'est Batman, puis Terry McGinnis arrive, puis c'est full cool. Sans blague, c'est dans l'univers de Sean Murphy. Ouais, effectivement, c'est dans le Murphyverse que le monde appelle amicalement. Ça, c'est cool en passant, qu'on lui a donné l'opportunité de continuer dans cet univers-là. Parce que, tu sais, White Knight, le premier, ça aurait pu se terminer là. Oui, puis effectivement, pour pouvoir dire ce qu'on avait dit à l'époque, c'est que ça a tellement été fait avec plein d'amour envers Batman, cette série-là, puis on sentait tellement que le gars aimait le personnage et cet univers-là. Toutes ces itérations. Là. Toutes ces itérations, tout fonctionnait super bien. Et je pense que, en plus, je pense qu'officiellement, il a mis le Black Label sur la map, ce gars-là. Oui, parce que Ça a lui, beaucoup sa aidé, série, ouais. elle a sorti genre, quelques mois avant qu'on l'annonce.
puis elle l'est devenue par après Exactement. en Puis TP. ça a comme tout eu les bons éléments. Il était à la bonne place au bon moment. La série avait des bonnes critiques. C'était comme un gars qui faisait ce qu'il voulait avec son projet. Puis en plus, rappelez-vous, dans genre le 2 ou 3e numéro, il y avait une scène où Harley Quinn était nue. Oui, c'est Puis vrai. là, genre dans la 2e édition, ils l'ont enlevé. Là, ou ben, quand ils ont fait le TP. Fait que tu sais, tout était Non, là. dans BD, il n'a jamais eu. Il a été censuré avant d'être publié. Non, dans le single, il est là. Non. Ah non, c'est vrai, t'as raison. C'est Ils ont lui mis qui des l'a bulles de texte republié. par-dessus. Ah Ouais, ils ont mis une oui, bulle ils de ont mis une texte, bulle de texte, t'as Effectivement, raison. il y a sur Internet que tu peux trouver Puis des ouais, planches ils originales. l'ont republié en disant à la base, c'était ça. Là, ouais. Ouais, mais ça avait été un gros mois pour DC. Là. On avait quand même vu le pénis à Batman. Ouais. C'était un très gros mois. Là. Une boule à Les seins Harley Quinn, puis Quinn, puis la bite à Batman. Le Bat Putain, Dick. tout dans le même mois. D'ailleurs, je le lis, ce numéro-là, signé par Azzarello. elle le sait. Grâce à vous, merci beaucoup. De Bad Dick. Mais la Bat Dick. Pour revenir à Batman Beyond, là, ce que j'ai aimé là, dans. Tu sais, je suis fan de ce qu'il fait depuis le début, mais à toutes les fois, surtout dans le premier numéro, j'étais là. Tu sais, oui, il y a son univers, mais en même temps, on dirait qu'il faisait attention de ne pas heurter. Il mettait beaucoup ses références, il les portait. Mais tu voyais qu'il y a comme s'il avait peur un peu des personnages. Genre, ça vient avec un gros background puis tout. Fait qu'il allait tranquillement. Là, dans le 3e, là, je veux dire, Batman n'est plus là. Bruce Wayne, genre, il est sorti au public, il est en prison. Il y a des, tu sais, Harley Quinn a des kids avec le Joker. Genre, là, on est dans son univers, mais genre 200 000 à l'heure. Qui a pris le temps d'installer. Exact. Et, puis tu sais, de la manière que ça se termine, ce qui apporte, Hey, là, je ça peux-tu faire un explose. parallèle? Oui. Un peu, ce que tu me dis là, le temps qu'il a pris d'installer son univers, c'est un peu ce que Tom Taylor ne fait pas. Et il se retrouve, C'est vrai. Et il se retrouve rapidement avec un problème de « Ah, c'est vrai, lui, je l'ai tué. Ah oui, c'est vrai, ça, je l'ai pas fait. Ah oui, Injustice, c'est... c'était un festival de ça. Ben, Disease, à la fin, là, Disease. Oui. ça commence à être un peu n'importe quoi. là. Tu sais, elle m'a hâte de lire la résolution d'ailleurs de Disease. Oui, mais tu sais, puis même affaire avec celui du Moyen-Âge, là. Dark Knight, ouais. C'est super bon. Mais tu le vois qu'il est prompt à tellement vouloir nous surprendre que des fois, on se pose la question, y a-tu vraiment réfléchi avant de faire ça? Parce que là, il vient de se mettre un doigt dans l'engrenage où, à partir de ce moment-là, ce personnage-là ne peut plus le réécrire. Là. Eh oui, c'est ça, c'est l'erreur Kirkman. Hey, je suis à un épisode, je suis au niveau numéro 22, là. C'est que c'est peut-être fait quelque chose de gros. Je vais couper la main droite de Rick. Et pendant 125 numéros, il a fait pourquoi? En même temps, il jongle quand même bien avec, tu sais, c'est des Elseworlds qu'il fait. Il va prendre des concepts vraiment, tu sais, des zombies ou ben, tu sais, Superman qui devient evil, puis un fight entre les super-héros. Puis, tu sais, il grossit avec ça. Puis, il jongle quand même bien. Par contre, avec une série comme Nightwing, que moi j'adore aussi, là, il fait le contraire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est constant. Il a pris le temps de. Il l'a mis à son image, Nightwing. Il comprenait le personnage, puis il sait où il s'en va avec. Mais mon comparatif était Elseworld pour Elseworld. Dans le cas de Sean Murphy, il a pris pas mal mais plus là, de c'est temps. plus rien que du... Tu sais, c'est ça, parce qu'un Elseworld, c'est comme supposé utiliser une idée, puis, tu sais, entourer pousser. ça. Là, c'est plus ça. Il est rendu Sean Murphy, là, son univers, il est là. Il a été chercher des référents encore à Batman 89. Tu sais, c'est parce que dans le fond, quand cette série, Bruce Wayne est en prison avec tout ce qui s'est passé avec Azrael, puis la guerre qu'il y a eu à Gotham, C'était bon, ça. qui a mené à la mort du commissaire Gordon. Et finalement, Batman était devenu un ennemi numéro 1, puis que Joker avait relevé le fait que, dans le fond, les Wayne avaient volé le nom de la famille des valets. Ça fait que Bruce Wayne est un valet et les valets sont les Wayne fondateurs. Donc, dans le fond, c'est des usurpateurs. C'est que Bruce Wayne a perdu sa fortune au grand complet. Il n'y a plus rien parce que ce n'est pas un Wayne. Et là, c'est que Batman, il s'est senti comme un petit peu trahi, puis il s'est senti qu'il y a eu le syndrome de l'imposteur solide. C'est qu'il s'est rendu à la police, il a accepté de faire de la prison. En échange, Harley Quinn et compagnie n'aient pas de problème, puis qu'elle puisse élever ses enfants sans problème. Et là, on se ramasse plusieurs années plus tard, où tu as un monsieur Power qui décide qu'il veut lancer sa force policière d'armée. Dans le fond, Gotham est en loi martiale avec Dick Grayson, et le crime n'existe plus parce qu'il y a une loi martiale sévère. Ouais. Et là, il veut créer des super soldats. Il avait entendu parler du prototype du dernier costume de Batman et il veut l'avoir. Et il envoie Terry McGinley le chercher et c'est le sou de Batman Beyond. Ah, ça c'est hot. Ça fait que, dans le fond, lui, il va avoir le sou pour le recréer puis se faire une armée de Batman. Puis il manipule le jeune Terry en lui expliquant que c'est Batman qui a tué son père. Ah.
Fait que, puis tu sais, là, tout décolle de ça. Et en même temps, t'as Dick Grayson qui travaille pour Power, qui est comme à la tête de, on va dire, l'armée de Gotham. Puis en ce moment, il y a un clash entre lui puis Barbara, qui est une... Tu sais, elle a remplacé son père. Elle, c'est une policière traditionnelle. Ils veulent pas aller avec la force militarisée. Fait que le couple a comme pété, mais en plus, dans leur job, ils s'affrontent puis ils ont deux visions différentes de comment porter la ville de Gotham et l'héritage de Bruce puis de Batman. C'est tellement bon, là. Et quand Batman Beyond sort, Bruce Wayne se rend compte que ça va pas bien parce que ce suit-là, il sait qu'il est beaucoup trop puissant. Et donc, il décide de s'évader de prison. Et là, c'est là que un autre côté de Sean Murphy qui est très drôle puis qui est cool sort tout son avantage. Puis la série se joue sur 2 jeux. Finalement, The Red Hood, Jason Todd, qui est le gardien de prison, fait comme, tu prenais-tu pour un câble, je n'allais pas me rendre compte qu'elle a été sauvée. Là, il fait comme, ouais, mais tu comprends, il faut que je sorte à cause de la merde que j'ai faite. Puis là, il dit, je te laisse 10 minutes, je vais te de ma job, mais il faut faire ce que tu as fait, je comprends. Et là, tu as le clash qui va arriver entre Jason Todd et Dick Grayson, basé sur un fait qui est très drôle. Oui, je sais où tu t'en vas. C'est sérieusement, Sean Murphy, un jambon, il était convaincu que Jason Todd était premier dans Robin. Il s'est trompé. Dans sa série, dans le premier ou dans le deuxième tome, il avait écrit que le premier Robin était Jason Todd. Puis il l'a avoué, il a dit, je me suis trompé, j'avais dans la tête que c'était pas Dick Grayson. Mais et voyons, il joue comment il a avec fait de cet se tromper? élément-là. Ben, c'est parce que c'est un fan de Batman, mais c'est pas quelqu'un qui est érudit de Batman. Ben là, savoir que Dick Grayson est le premier Robin, c'est pas être érudit, là. Même que être érudit, c'est savoir que Jason Todd existe. Parce que à la limite, quelqu'un qui connaît pas beaucoup Batman, sait même pas c'est qui Jason Todd. Ouais, mais lui, il était convaincu que c'était le premier. C'est que peut-être qu'il n'a jamais lu Death in the Family, puis il pensait que ça s'était passé avant. Mais quel impact ça a pour sa série? Ben, c'est parce que le clash entre Jason Todd puis Dick Grayson. Parce qu'il y en a un qui finalement, vu que le Joker avait fait trahir l'identité de Bruce Wayne au Joker, c'est comme ça que dans le premier, il savait que Bruce Wayne était Batman, Ouais. parce que c'était Dick Grayson. Après ça, lui, qu'il avait trahi Batman, puis le Joker l'avait pas tué, il s'était sauvé parce qu'il sentait qu'il était plus digne. Puis Bruce Wayne avait été chercher Dick Grayson pour le remplacer, parce que lui s'est toujours senti trahi. Puis il y a un conflit entre les deux, que lui, c'est le bon fils contre le mauvais fils. C'est ça. Ça fait que c'est le conflit qu'il y a entre les deux. Et Batman, qui est plus un Wayne, qui est un valet, qui ne veut plus mettre le call parce qu'il ne mérite plus d'être Batman parce que c'est pas un Wayne. Sa dualité est apportée parce que le Joker, dans son grand génie, en mourant, il a downloadé son intelligence artificielle dans une chip, puis il a crissé dans la tête de Batman pendant le combat contre Azrael qui a perdu connaissance. Ça fait que Batman, qui est décidé de sortir de prison, le protocole Joker s'enclenche. Donc là, la dualité embarque vraiment. Donc, t'as Batman qui ne veut plus être Batman parce que Bruce Wayne n'est plus un Wayne. Et t'as le Joker qui lui dit que Gotham a besoin de Batman pour exister et que tu dois le remettre le corps. Mais sérieusement, au niveau de l'humour, là, ce BD-là, autant que le thème est sérieux, autant que les combats sont épiques, mais autant que l'humour est omniprésente et tu vois que Sean Murphy a lâché son fou, là, puis il s'est dit, j'y vais all in. Ça, c'est mon Avenger. Sérieusement, tu ferais un film de ça, ça te coûterait 350 millions. Il va all in, ça n'a aucun bon sens. Rien que pour te teaser, Martin, là, ce que je veux pas qu'on spoil la finale, là, mais l'élément faible, c'est peut-être le vilain, l'espèce de Max Power là, qui veut le suit. Par contre, au Power de Batman Returns. Ouais, je sais, mais en tout cas... ça fonctionne peut-être C'était mieux pas dans Max Batman Schreck dans Batman Ouais, Returns? Max Schreck. Mais il était cool dans Max mais la Schreck. raison pourquoi ce gars-là, c'est comme, il est tout le temps vu comme un control freak, puis ce qu'il veut, c'est comme, Batman, c'est le classique, là, il veut armer les policiers, les mettre dans des sauts robots pour éliminer le crime. Mais au-delà de ça, il a été mis au courant qu'il y a une menace qui arrive sur Terre. Puis la finalité du pourquoi il volait le soude, pourquoi il veut militariser puis se préparer, c'est pas rien qu'à propos de Gotham. C'est à propos d'un extraterrestre qui est arrivé sur Terre. Puis là, j'en dirai pas plus, mais genre, imagine un petit peu, Sean Murphy, installer son univers. C'était quoi la seule affaire qui manquait? Parce que là, il a joué avec tout l'univers de Batman. C'est quoi l'affaire qui manquait? Ben là... Et là, la manière que ça se termine, c'est ça. D'autres personnages sont amenés, puis là, tu fais comme, oh shit. Là, il peut, tu sais,
on n'a pas besoin de Batman numéro 4. Là, c'est comme l'univers étendu. Puis tu sais, sa conjointe avait écrit un Harley Quinn l'année passée qui est vraiment super cool. Présentement, il est en train d'écrire une série sur les deux enfants du Joker. Ouais, puis il travaille sur un projet de Jason Todd aussi. Puis là, ben clairement, tu sais, Wonder Woman, Superman, Green Lantern, tu sais, là, il a ouvert les portes là, pour... Parce que les deux agents du FBI qui viennent présenter justement l'extraterrestre en question, c'est l'agent Diana avec son shérif qui est John Stewart. Non. Puis là, tu sais, c'est juste assez pour te dire, c'est-tu vraiment eux comme on les connaît, puis ils sont déguisés, ou il y a une twist, ou tu sais, en tout cas, moi j'étais là, waouh. Autant j'ai tripé sur Batman Beyond pour ce que c'est, pour ce que ça utilise de la série Batman Beyond, mais en apportant cet élément-là. Mais ça va être drôle, parce qu'on va voir un extraterrestre d'à peu près 22-23 ans, mais un Batman qui a sauté à 60 ans. Mais c'est correct, ça. Oui, j'ai hâte de voir le clash que ça va avoir. Pourquoi pas? Ben, je suis curieux. Moi, ça m'intéresse au bout, là. Oui, vraiment. Non, mais je all-in pour un univers plus grand puis plus étendu, puis s'il peut aller explorer d'autres personnages, pourquoi pas? Plutôt que de les faire toutes de façon séparée, puis qu'après ça, avoir la commande de tout relier ça, puis là, tu te dis, ah ben, si j'avais su que tout ce monde-là était dans le même univers, finalement, j'aurais peut-être dû... Tu sais? Ou tu peux faire la gaffe de Frank Miller, puis à m'amener, à force de t'étendre, tu fais juste étendre de la merde. Ouais. Tu sais, Miller, t'es bon tant aussi longtemps qu'il était dans Batman. Quand il a commencé à toucher à l'univers étendu du DC, dans l'univers de Returns, ça a commencé à déraper. Là. C'était... Tu sais, je veux dire... Ça remplacera pas l'univers, le main universe. Là. Non, exact. Donc, faut que tu saches t'arrêter, puis faut que tu choisisses tes combats. Là. Mais je suis pas fermé. Puis, ouais, ben, ça, je sais pas comment le verbaliser, mais dans son Harley Quinn, il a laissé sa conjointe jouer avec le personnage. C'est son univers, ça se passe après que Batman soit en prison. Fait que, il y a déjà des guides, mais c'est pas lui qui l'a écrit, c'est elle. Puis sa conjointe, c'est une écrivaine qui fait du roman d'amour. Fait que la twist qu'elle apporte, puis sa manière de raconter est complètement différente. Puis je vous le conseille fortement parce que ça fait vraiment du bien de lire du Harley Quinn qui est pas rien, les personnages comme vulgaires, cartoonesques. Là, c'est vraiment, c'est une femme qui a beaucoup de vécu, puis elle se ramasse dans une enquête. Il faut qu'elle règle quelque chose pour Batman, puis c'est vraiment, vraiment cool aussi. Puis je serais curieux de voir ce que d'autres auteurs, d'autres créateurs pourraient faire avec son univers. Oui, effectivement. Puis surtout que l'autre série, en plus, c'est leur ami Mecomac, avec qui faisait le Badass podcast sur qui lui aussi est un dessinateur, puis c'est un écrivain aussi. Donc, sur la dernière série, le trio sont ensemble. C'est Sean Murphy, Katana Collins, puis Mecomac travaillent sur la nouvelle série là, avec les deux enfants du Joker. Ah, cool. Ah, c'est cool. Hey, on y va avec nos poisons. En aviez-vous? Oui, moi j'en ai un. Vas-y, Alan. Je sais pas si vous avez déjà parlé de mes aventures avec Superman, la série. Tu m'as volé mon deuxième poison. Ben c'est parfait, tu vas pas en faire rien qu'un. J'en fais rien qu'un. Ça fait que moi, j'ai écouté les 9 épisodes qui sont sortis, donc il me reste le dernier à écouter. Honnêtement, quand j'avais vu le cartoon qui allait sortir, j'aimais un petit peu le style graphique. Il y avait un petit côté qui avait l'air enfantin que je n'étais pas trop sûr. Mais je me suis lancé dans la série pour découvrir que finalement, les personnes qui ont écrit cette série-là puis qui ont décidé de la faire ont un amour inconditionnel envers Superman. Le côté là, bon cœur, bon vivant, puis du gars qui veut aider de Superman est ultra présent. Puis là, on parle d'un personnage qui a même pas 22 ans. Là. Il est en bas de ça. C'est que c'est le personnage. Mais c'est quoi le public cible de cette série-là? J'ai de la misère à... Ben, c'est parce que ça va... C'est surtout axé vers les jeunes. Ça fait penser à la première saison de Rebels. Okay. Il y a des thèmes qui vont aller chercher les personnes plus vieilles. Et pour les femmes de Superman, ils vont tellement chercher l'éthique profonde de Superman que tu vas faire « Ok, c'est tout ce que j'aime du personnage. » Parce que il est tellement niais. Il a tellement confiance. Puis il veut tellement croire que tout le monde est bon que c'est ses plus grands défauts. Et c'est tellement bien travaillé. Sérieusement, c'est un dessin animé pour enfants où ça te serre au cœur, c'est ultra émotif, tous les sujets sont bien apportés, les séquences d'action sont intéressantes parce que lui, il découvre tous ses pouvoirs. Là. On parle d'un gars qui n'avait pas encore son Super Ring, qui a découvert ses lasers, il découvre tout au fur et à mesure. Et même sa relation avec Lois Lane, la façon que c'est apporté, c'est brillant. C'est bien fait cette série-là, c'est
plein de cœur. C'est... Ah non, sérieusement, vous devez voir cette série-là. Puis l'animation, ils ont lancé à la coche. Là, c'est un studio d'animation qui faisait la légende de Korra. Fait que ça, c'est un studio qui est coréen, si je ne m'abuse. Là. Fait que, ils ont un style qui est un petit peu manga. Moi, c'est peut-être rien que le seul défaut. Là, genre, je capote pas sur le look des vilains, puis le look un peu générique, qui a l'air à des armures robots manga un peu. Mais sinon, là, je suis d'accord avec Alan, c'est incroyable. Tu trouves quelque chose à ressembler à un Évangélion? Ben, un petit peu. Ben, tu sais, c'est comme. Tous les vilains, ils ont des sauts de robots, genre. Puis, tu sais, c'est ça. J'aime mieux les looks plus traditionnels, là, mais c'est vraiment cool comment ils jouent avec la mythologie. Là. Cool. Ouais, sérieusement, lancez-vous dans cette série-là. Malheureusement, c'est plus dur à écouter ici au Canada, mais... Ouais, mais vous connaissez les façons de l'écouter. L'important, si vous aimez la série puis vous l'avez écoutée de façon traditionnelle, achetez-la quand elle va sortir pour donner une chance. Exactement. Ouais. Moi, mon poison, je vais y aller avec une sortie de vendredi. C'est Wild of Eldraine pour Magic. Ah. Ça sort... Tu me donnes le goût, là. Je pense que ma blonde ne travaille pas vendredi. J'aurais peut-être drafté. Écoute, ça sort vendredi. C'est le pre-release, donc du côté des deux légendes. Je salue les chums, je sais qu'ils nous écoutent. Fait que je vais aller faire un tour là vendredi. On retourne à Eldraine dans un monde de contes et légendes. Donc, c'est toutes des thématiques qui sont liées un peu au Brother Grimm. Là, les petits bonhommes dans le pain d'épices, puis Hansel et Gretel, puis les loups-garous, puis les cendrillons, puis les méchantes sorcières de glace, puis un peu à la sauce Magic. Après avoir été dans l'univers de Phyrexian, qui était très, très, très biomécanique, là, corrompu. C'était pas le... Pardon, c'était pas le Lord of the Rings? Ouais, je faisais le... T'avais Phyrexian qui était en 3 parties. Là. Phyrexian, March of the Machine, puis Aftermath. Après ça, t'as eu l'espèce de Lord of the Rings qui était tout seul dans son coin. On vient d'avoir un Commander Master qui vient tout juste de passer, qui n'était pas achetable, ça, tout en passant. Fait que là, on retombe dans les collections régulières après avoir fait le saut de Lord of the Rings. On retombe dans Wild of Eldraine. Et ensuite, ça va être un retour à Ixalan pour... Ça, c'est l'affaire, par exemple. Là, il en sort trop par année, là. Ils se sont rendus compte que le monde aime drafter, fait que puis le monde draft surtout dans la première semaine, puis qu'après ça, ben là, c'est vraiment les purs et durs qui continuent d'en faire d'autres, alors que les gens comme moi, une fois que c'est fait, c'est fait. Là. Donc, ils essayent de me repogner 3-4 fois dans l'année plutôt que de m'avoir 1 à 2 fois dans l'année. Ouais. Mais vendredi, je vais là. L'art est super. Les mécaniques ont l'air vraiment intéressantes. Ils ont ramené une coupe de mécaniques. Les cartes, là, écoute, je sais pas c'est qui travaille ces arts, puis qui travaille sur comment ils font les rendus, là. Mais on dirait qu'à chaque collection, tu fais comme tabarslack. Là, ils ont une nouvelle foil sparkle, ou je sais pas trop, là. Elle est vraiment belle, là. Ils font du beau stock. OK, là, tu me regardes comme si j'étais le gars qui venait de se faire pogner dans la piste cam de l'histoire. C'est des trappes à collectionneurs. Oh, absolument. Là. C'est des trappes à gros épais comme moi, là. Je vais arriver là-bas, je vais faire comme wow, multi-foil sparkle, j'en veux 3. Puis je vais me faire avoir avec des cartes qui sont surévaluées. Autre chose qui se discute beaucoup dans le monde des Magic, c'est la quantité et la vitesse à laquelle on est en train de faire des reprints de cartes qui avaient de bonnes valeurs. Tu sais, Land Tax, Smothering Tit. Tu sais, ça a la qualité de ses défauts parce que ça rend plus accessible ces cartes-là pour le monde qui veulent les jouer justement dans des formats comme Commander qui sont populaires aussi. Mais en même temps, c'est ça déstabilise le marché second. Parle-en à un gars qui avait vendu sa Serra Sanctum dans le but de s'acheter des cartes dans lesquelles il s'était dit « Je vais m'acheter des grosses cartes qui vont quand même garder une certaine valeur. » Elles ont toutes été reprintées. Ouais, et là, toute la gang. Fait que j'ai eu en valeur, 300$ de cartes sur 4 ou 5 cartes, qu'en valeur actuelle, j'aurais eu 6 ou 7. Fait que, tu sais, ça a le défaut de ses qualités puis la qualité de ses défauts. Mais boudez pas votre plaisir. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé drafter, vous n'êtes pas allé faire un pré... En passant en pré-release, j'aime mieux ça que le draft. Moi, je préfère drafter que sealer, mais les événements sont le fun. Mais moi, pré-release, j'aime ça parce que je suis dans mon coin, j'ai mes paquets, j'ai pas de stress, j'ai pas besoin de savoir... Tu sais, j'ai fait un draft de Commander Master, puis là, écoute, je cours après mes couleurs, puis là, tu arrives au dernier tour, puis tu fais comme tabarnak, j'ai rien. Tu sais, j'ai rien qui se tient encore, puis là, je viens d'allumer sur une des stratégies, mais visiblement, quelqu'un d'autre dans le draft avait la même stratégie que moi, fait que je me ramasse avec le reste qu'il y a déjà, puis qui veut plus. Fait que je trouve ça trop stressant. Ouais, ben, à force d'en faire, tu viens...
tu sais, ça devient comme un réflexe, là, tu le vois aussi, là, genre, tu t'ouvres ton pack, puis tu vois qu'il y a des cartes Ouais. noires qui sont pas jouables, puis tu sais, tu fais comme, ben, Ouais, mais en tu sais, même tu temps, t'enlignes plus rapidement. Ouais, mais puis- puis en plus, le problème là-dedans, c'est que tu ajoutes que tu veux garder ta value. Fait que là, tu ouvres le paquet, c'est pas celle-là que tu aurais pris, mais c'est le hit du paquet. Ouais, ben là, il faut que tu fasses des choix aussi. Tu sais, des fois, quand le hit, c'est une carte à 3 piastres, tu fais comme fuck off. Ah non, Tant qu'à mais- ça, je vais gagner, puis je vais C'est pogner ça. des packs, puis... Mais quand le hit est à 50$, 45$, ouais, tu brûles un 25$, tour, ouais. tu brûles un tour. Tu sais, t'apprends puis tu fermes ta gueule. Fait que c'est pour ça que je te dis que le seal, je préfère ça parce que tu pars avec ta petite boîte, tu t'en vas dans ton coin, tu ouvres tes paquets, fais ta stratégie, tripe sur les hits que t'as pognés, mets-les de côté, puis amuse-toi avec le deck que tu vas te faire. Fait que je vais être là vendredi avec mon garçon. Tu viendras faire un tour? Ben ouais, ouais? j'ai vu que tu l'avais posté Ouais, tantôt, viens-t'en. puis c'est ça. Je le suis pas assez pour dire, je savais que ça allait sortir vendredi, mais je suis comme, peut-être. Je t'ai peut-être pogné. Fait qu'on va finir avec toi. Moi, ouais, je voulais faire 2 poisons, parce que là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait 2, là. C'est pas grave, je vais rien qu'en faire un. Je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Raconteur Arctique, qui est l'adaptation d'un roman de John Riel. Ça a été fait par Gwen Bonneval. En gros, là, les Raconteurs Arctiques, John Riel, c'est un auteur qui est allé travailler comme chasseur pendant 15 ans au Groenland. OK. Puis il a écrit ses mémoires sur les aventures puis les gens qu'il a rencontrés là-bas. Puis il a fait ça de manière super drôle, super imagée. Pour vous donner une idée, là-bas, les chasseurs vivent dans des camps où ils sont seuls ou deux, où ils passent les hivers complets à l'intérieur de leur camp à tuer des animaux pour ramasser des peaux puis les vendre. Miam. Fait que c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup de gens qui sont tristes, pognés avec leur propre misère, mais qui s'en sortent de manière, tu sais, ils brassent leur propre alcool, ils jouent aux cartes, ils s'inventent des femmes imaginaires qui se vendent entre eux. Il y en a un à un moment donné qui ramasse un coq sur un bateau, puis qui en fait son meilleur ami, puis il essaye de faire passer l'hiver avec lui, puis il part chasser avec. Il y en a un qui se ramasse chassé par un ours, puis qui est obligé de... il est obligé de faire manger un de ses chiens pour se sauver. Mais en même temps, il y en a qui ont des problèmes mentaux. Il y en a qui sont pas super éduqués. Mais ces personnages-là, puis de la manière que c'est fait, c'est comme toutes des... Genre, mettons, un 10 pages sur un personnage. Mhm. Puis là, tu passes à autre chose. Mais là, tu as connu un personnage pendant ce temps-là. Puis là, il revient un petit peu dans une histoire, tu sais, un petit peu comme des Schtroumpfs. OK. Genre, Wow. puis là, ça devient comme une communauté que tu connais. Et c'est drôle, c'est touchant. Et c'est surtout... Il y a un côté, tu sais, c'est des hommes qui sont tout seuls, qui ont pas beaucoup d'éducation, qui ont des problèmes, puis c'est comme, c'est triste et rafraîchissant de voir ça en même temps, là, genre, de revenir à ce côté-là vraiment dur, ils travaillent, il y en a que c'est pour, tu sais, envoyer leur famille, mais très très peu, là. C'est comme du monde qui voulait s'isoler, mais en même temps, ça vient avec son lot de problèmes. C'est une lecture, là, genre, j'ai terminé ça, puis je me disais déjà, j'ai hâte de le relire. Genre, dans 10 ans, ça va me parler d'une autre manière. C'était drôle. Des fois, j'avais presque les larmes aux yeux. Genre, c'est un petit chef-d'œuvre. Puis, comme roman, ça a été bien vendu. C'est super populaire. Mais là, l'adaptation en BD, ça le rend comme 10 fois plus accessible. Puis, le dessin est un petit peu cartoonesque. Ça ressemble quasiment à Astérix et Obélix. Tu sais, de la manière que c'est dessiné. Fait que même s'il y a des affaires qui sont quand même crades, là, ben, il y a un des personnages à un moment donné qui il est obligé de faire fondre la merde de sa bécosse sur le poêle, puis là, il est attaqué, puis il l'oublie, puis ça explose dans le camp, puis ça s'emmarde. Il y a des affaires qui sont incroyables, là, mais genre, il y a que d'y repenser, j'ai ri. Là. Puis c'est ça, des affaires super touchantes aussi, puis des petits problèmes d'hommes seuls. On dirait que c'est réconfortant en se passant Mon dans le Dieu, Nord. on dirait que t'es nostalgique d'une époque, Jean-Luc, ou... Ben, c'est presque ça. Genre, tu sais, quand tu lis quelque chose qui te perce au bout, là, ok. puis que t'as le goût de le partager, là, c'est ce que ça m'a créé. C'est bon. Fait que raconteur nordique. Messieurs, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye, bye, bye.